Donc on s'en fout que t'aies que 25. T'as déjà 25. Fonce. Le besoin profond, c'est la confiance en soi. Tu vas directement à la conclusion, quoi. C'est une demande, mais c'est la confiance en soi. Ce fameux fake it until you make it. Laisse de la place aux autres, laisse de la place à la douceur, laisse de la place au bonheur, bordel. Bienvenue dans la table de Seb, votre rendez-vous mensuel, on parle d'entrepreneuriat, de management et surtout d'humain, surtout aujourd'hui, vous allez voir. Ici, on s'assied à table avec des gens qui osent entreprendre, qui prennent des grosses décisions, qui parfois se plantent, se relèvent, continuent d'avancer. L'idée, c'est de s'inspirer d'histoires réelles, d'être plus lucide, plus solide et un peu moins seul dans nos aventures entrepreneuriales. Alors abonnez-vous, explorez les autres épisodes sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify. C'est en partageant qu'on progresse, donc interagissez, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, ça nous motive à continuer de trouver d'autres invités toujours plus inspirants. Je m'appelle Sébastien Vandenberg, on démarre. Vous êtes entrepreneur, dirigeant ou manager. Aujourd'hui, je reçois Michael Ricard, le fondateur de Pulse. Avec lui, on va décortiquer ce qui se fait passer de l'idée à l'exécution. Et sans se brûler les ailes. Michael, il a compris très tôt que pour faire battre le cœur d'un business, il fallait d'abord prendre le pouls des équipes. On va parler de leadership, de moments de doute, de décisions clés et puis surtout de conseils actionnables pour piloter votre entreprise et vos équipes. Michael, c'est le genre de profil que j'adore. Il n'y a pas de blabla, c'est un plan clair, de l'exécution pure, avec une boîte d'outils pleine. Il y a un outil pour chaque situation. Avec Pulse, il s'est attaqué à un gros morceau, c'est les managers, les dirigeants. C'est pas les profils les plus tendres, les plus malléables, pas les plus faciles à déformer. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu t'es construit pour en arriver là. C'était quoi ton câblage quand t'étais gamin ? Est-ce que t'as plus appris sur les bancs de la fac ou les mains dans le cambouis dans ta boîte ? Comment tu t'es lancé ? C'était quoi le déclic ? Et puis j'aimerais profiter de t'avoir aujourd'hui pour que tous nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent puissent repartir avec quelque chose. Donc voilà, j'aimerais que tu me donnes des clés pour faire exploser le potentiel de nos équipes. Bienvenue sur l'épisode. Bonjour Michael. Bonjour Sébastien. Michael, je pense que ça fait 13-14 ans qu'on se connaît. Ouais. Tu m'as coaché. Ouais. Tu as coaché pas mal de managers dans mes équipes aussi. D'ailleurs, ironie, c'est que tu as un de tes coachs qui est là chez moi en ce moment en train de coacher mon équipe. Ça, c'est pur hasard. Ça, disons. C'est quoi le type de coaching que tu fais le plus souvent ? C'est quoi la demande classique ? On va souvent arriver sur de la confiance en soi, finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir une demande au départ, Ouais. et puis en fait, le besoin profond, c'est la confiance en soi. Tu vas directement à la conclusion, quoi. C'est une demande, mais c'est la confiance en soi. Bah oui, parce qu'en fait, la demande de départ, elle va être par exemple sur je voudrais davantage m'affirmer dans mon board avec mes associés, ou je voudrais développer mon leadership, ou je voudrais un peu plus mieux gérer les conflits. Et en fait, on arrive souvent sur une notion de confiance en soi et de réalignement. Tu grattes, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qu'on bosse beaucoup en coaching finalement. C'est ça qui revient souvent en coaching de dirigeants et de managers. On va y revenir, on va explorer tout ça. Avant d'aller plus loin, peut-être je te propose de te présenter. Ouais. Je m'appelle donc Michael Ricard, comme l'apéritif. On peut y aller. Ça, c'est voilà. Je l'ai fait que je suis petit. J'ai 49 ans cette année et j'ai fondé le cabinet il y a 13-14 ans. À titre plus personnel, j'ai le bonheur de vivre avec Lucille, qui est la maman de nos 4 enfants. 4 entrepreneurs et 4 enfants, on va y revenir. Ouais, c'est un pari qu'on a fait, on est un peu fous tous les deux. Ouais. Et j'ai un autre bonheur, c'est de vivre depuis 25 ans maintenant sur les rives du lac d'Annecy, à Saint-Joriot précisément, qui est un lieu de vie absolument incroyable. Je me sens très privilégié. Et à côté de ça, j'aime beaucoup le sport. Je suis beaucoup dehors le week-end. Et puis, je suis addict depuis 5 ans du padel. Ouais. Cette pratique qui monte en puissance de partout. Et je fais des tournois et je m'éclate avec ça. Et je fais aussi de la musique. Donc, je joue aussi avec des copains. On s'amuse à rester jeune dans des garages. Excellent. Tu viens d'où ? Je viens de Lille. Il me semblait bien. Alors, je t'ai préparé un petit truc. Je t'ai préparé une tarte au maroilles. Et je l'ai cuisinée moi-même hier. Félicitations, cadeau. C'est donc pour ça que ça sent bon. C'est pas juste. J'ai chargé l'équipe qui tourne. Ils me maudissent, voilà, parce qu'il y a vraiment une. Alors, je confirme qu'il y a une belle odeur de maroilles. C'est un vrai maroilles que tu nous as cuisiné. Et puis pour accompagner ça, je crois qu'on boit un peu de bière. Alors, j'ai pas pris une bière du Nord, j'ai pris une bière du Chimay. Chimay, on est collé à la frontière du Nord, bien sûr. Et là, il y a une petite histoire, c'est parce que j'ai mon cousin qui est père abbé à l'abbaye de Scourmont, à Chimay. Et en étant père abbé de l'abbaye, il se trouve qu'il est le patron de l'abbaye de Chimay, de la brasserie. Un businessman. Un businessman, voilà. Donc voilà, Damien, je te salue. Cool. Quand t'étais gamin, ça ressemblait à quoi chez toi ? Ils faisaient quoi, tes parents ? Des yeux. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je viens d'un monde d'enseignants. Ouais. Mes 2 parents étaient profs.
C'était les mêmes histoires que Bernard Schulliger qu'on a interviewé il y a quelques temps. Ça prédestine pas à l'entrepreneuriat, ça c'est clair, je pense. Hein. Absolument, mais ça qui est fantastique, c'est du coup j'ai découvert le monde de l'entreprise très très tard, et un peu du coup sans a priori et sans filtre, mais vraiment de façon très brute et de l'intérieur. Quel genre de gamin t'étais quand t'étais jeune, justement? T'étais plutôt premier de classe ou t'étais clown? Les deux. Comment ça, les deux? Ben ouais, j'étais première classe et je faisais le clown, et puis je savais m'arrêter à temps. En fait, c'était les copains du coup que tu prenais derrière, parce que j'avais cette sensibilité de me dire putain faut s'arrêter là, la prof elle va s'énerver, elle va sévir, putain les gars arrêtez, vous faites quoi? Et puis donc oui, plutôt première classe, plutôt mention très bien, plutôt ce profil-là. Ouais, facilité. Ouais, voilà, bon c'est comme ça. Tu travaillais beaucoup ou pas tant à la maison? Tes parents. Alors quand on a les parents profs, souvent il faut que les devoirs soient faits à l'heure, c'est suivi quoi. Écoute, moi j'ai un secret, j'ai compris, je pense assez tôt. J'écoutais énormément en cours. J'ai le même, je dis la même chose à mes gamins. Tiens, et franchement, ça a beaucoup marché. Évidemment qu'il y a du boulot derrière, mais 80% du boulot pour moi c'était tant qu'à être là sur les cours. Voilà. À l'époque il n'y avait pas de téléphone, donc j'étais pas distrait. T'as appris à performer quelque part à l'école parce que justement tu te dis t'avais ta méthode, t'écoutais vachement le cours, comme ça t'as plus besoin de faire de devoirs à l'école, à la maison le soir. Ouais. Et puis les notes elles suivent, t'as bien écouté. Donc c'est une manière de performer finalement, c'est une méthode que t'étais construit. Est-ce que t'étais un peu leader à l'école? Ouais. Dans la cour de récole. Je peux du coup rebondir si tu veux bien sur juste ce que tu disais avant. Je pense que ce qui m'a aidé Sébastien à construire déjà un modèle de performance, parce que je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de tennis à l'époque, et je faisais donc du coup de la compétition le week-end et des tournois en semaine. Et donc, à un moment donné, il a fallu commencer à articuler. Quand tu es en première terminale, il faut commencer à bosser, il y a des examens. Et donc, du coup, pour pouvoir partir à faire ton tournoi à 1 heure de là, en sortant des cours, il fallait avoir bossé, donc avoir écouté en cours pour pouvoir... Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ce... Donc, tu avais cette intelligence, finalement, de bien t'organiser pour arriver à vivre ta passion de sport et... Finalement, j'avais pas trop le choix si je voulais que les deux fonctionnent. Et voilà, et c'est là que j'ai développé d'ailleurs des techniques qui sont amusantes, que j'utilise toujours aujourd'hui. J'avais 49 ans. Je suis un adepte de la micro-sieste. Et en fait, j'ai commencé à 17 ans à faire des micro-siestes pour pouvoir être en forme le soir. Après le repas ou vers 17h, je mettais mon réveil. J'avais commencé à lire des trucs sur les micro-siestes régénératives. On est en 94. Et je faisais des micro-siestes de 20 minutes pour pouvoir le soir. Et c'est une habitude que j'ai encore aujourd'hui. Ça fait partie de mes routines d'être une micro-sieste après le repas. Premier outil, tu peux nous partager juste un petit truc, comment on démarre une micro-sieste? Faut se vider, faut faire quoi? Ouais, alors la micro-sieste, en fait, consiste tout simplement, c'est tout simple, on peut tous le faire, à s'allonger, à fermer les yeux, surtout pas à mettre le bouchon d'oreille ou à éteindre la lumière. On est dans le vrai environnement, on entend les bruits, puisque c'est une sieste, c'est pas du sommeil. Et on va tout simplement écouter sa respiration, comme vous pouvez le faire quand vous faites du yoga, de la méditation ou de la pleine conscience, ou peu importe. Et juste regarder le ventre respirer, juste laisser les muscles se relâcher, avoir conscience que tout se relâche. Et tout d'un coup, on va partir dans autre chose et on va se rendre compte qu'on est parti. C'est terminé. C'est chouette de pouvoir s'endormir comme ça, parce qu'il y a souvent, typiquement... je dois prendre l'avion demain, faut que je me lève absolument à 5 heures pour être à l'aéroport à temps. Donc, faut absolument que je me couche tôt et je dorme parce que sinon je vais être crevé. Et puis, tu te mets ce stress et t'arrives pas à t'endormir. Et finalement, c'est contre-productif. Absolument. Alors que toi, ce que tu dis, c'est de pas enlever les éléments extérieurs, de les garder, juste se concentrer sur un phrase de soi-même. C'est vraiment lâcher, laisser venir, accepter ce qui se passe. Et encore une fois, c'est comme les mémoires, c'est comme le bus, c'est comme le sport, c'est comme la musique, ça s'apprend. Donc, faut être un peu persévérant au début. Au début, par exemple, si je parle de ma modeste expérience, je mettais un réveil pour 20 minutes, ensuite un réveil 15 minutes. Je me suis aperçu qu'après, je me réveillais tout seul. Et là, depuis une dizaine d'années, en fait, au bout de 3-4 minutes, je sombre dans la côté et je reviens. Il n'y a pas besoin de réveil et je suis en capacité de le faire avant un coaching de dirigeant. C'est-à-dire, il est 56. Oui, je me sens plus stress, il faut que le client va arriver dans 4 minutes, je me mange 3 minutes. C'est ce que j'ai essayé de faire avant. Et les coupages, là, c'est parce que je suis pas encore, donc j'ai pas réussi à le faire. Ouais, c'est comme tout, c'est de l'entraînement. Et après, ça devient un automatisme. C'est comme tout. À l'école, t'étais un leader déjà ou? Alors oui, c'est vrai qu'en primaire, il y avait la bande à Ricard et la bande à l'EE. Ouais. Voilà. Donc la bande à Ricard, la bande à l'EE, elles s'affrontaient, on se battait. Souvent, c'est pas la première classe, le leader. C'est vrai. C'est un peu le... C'est vrai. Moi, j'étais un footeux, lui, c'était un rugbyman. Je faisais pas encore de tennis. Donc, il était costaud, le Arnaud. Et voilà. Et ça a duré jusqu'au collège. C'est assez amusant. Donc, oui, je sais pas d'où ça vient, mais ça s'est passé comme ça, en tout cas. Est-ce que le fait d'être un leader dans la cour de récré, tu te disais déjà un jour, je serai patron? Non. Non? Non, mais je pense que j'ai pris goût au fait d'influencer, en fait, de dire des choses et puis de dire tiens, je suis écouté et puis il se passe des choses. Ce petit goût, peut-être, je ne mettais pas de mots dessus, mais de la transformation et de l'impact. Ça, potentiellement, ça a dû semer des petites graines dans la cour de récré à l'école. Transformer ou de soigner son ego? Bien sûr, soigner son ego aussi. Bien sûr.
Merci de ton honnêteté. Ouais, bien sûr. Tous ne le disent pas, Mais tu tu sais, sais, vraiment, on veut devenir chef, on veut devenir Ouais. patron, on veut devenir directeur, mais c'est pour des mauvaises raisons, c'est par ego. Évidemment que j'aimais bien aussi au foot, les capitaines, le brassard bleu-blanc-rouge quand j'étais capitaine, là, j'étais content aussi. J'ai pas toujours été non plus, donc j'ai appris à l'être et à ne pas l'être. T'apprends aussi à jouer avec ton ego. Je crois que l'ego, moi je suis assez détendu avec ça, c'est quelque chose qui nous est constitutif. Il y a le bon ego, il y a le mauvais ego, toute une question de dosage, c'est comme le stress, c'est comme la pression, il y a du bon stress, le mauvais stress, c'est une question de dosage. Je dirais que l'ego c'est la même chose, donc je mets pas de côté l'ego, on a besoin aussi d'avoir une bonne image de soi. C'est pour ça qu'on fait attention à la façon aussi dont on s'habille, la façon dont on paraît, on se coiffe, etc. Parce que on se sent plus en confiance et après on a un meilleur impact. Donc tout ça est assez positif dans la mesure où ça, on y met une limite et après sinon ça devient de l'égocentrisme et c'est un petit peu désagréable pour tout le monde, y compris pour soi d'ailleurs. Le déclic de l'entrepreneuriat, du coup, c'est pas à l'école, ça va venir plus tard, on y reviendra du coup. T'as fait quel cursus, quelles études? Alors écoute, pour être complet, simple et synthétique, j'ai d'abord fait une prépa veto. Pour tenter d'être vétérinaire, je décroche le concours à l'écrit, mais ça ne suffit pas. Et je me démotive de l'oral, je ne bosse pas mon oral parce que je sais que je suis pris en parallèle pour faire une école d'ingénieur en agriculture avec une spécialisation agroalimentaire. Donc au départ, je suis ingé, indus, agroalim. D'accord, donc t'avais quand même l'envie d'avoir ce côté nature, agriculture, soit élevage, soit vétérinaire, soit agriculture. Ouais, il y a un côté, voilà, j'aime beaucoup être dehors, le cycle, les saisons, le pragmatisme aussi, ce qu'on appelle le BSP, le bon sens paysan. Ouais. Et j'ai une vision assez positive aussi du monde agricole qui pour moi aussi apporte encore beaucoup dans nos équilibres dans la société en général. Et du coup, tu as commencé ta carrière dans ce domaine-là? Et bah ouais, du coup, je me suis spécialisé dans le lait, donc j'ai commencé chez Yoplait, chez Riant, dans le fromage. Donc un cursus au départ très prod, R&D, qualité, méthode. T'es resté combien de temps salarié justement de boîte comme ça dans ce domaine-là? Très peu, parce qu'en fait, je fais essentiellement mes stages, mes mémoires de fin d'études là-dedans. Et j'ai une place en or chez Yoplait, ingénieur méthode, le salaire, la voiture, tac, tac, tac. Mais je me sens un peu enfermé dans une usine. Ouais. Et j'ai ma petite femme, déjà à l'époque, Lucille, on est tombé amoureux sur les bancs de l'école, qui me dit, tu nous décris comment, là, dans 10-15 ans, tu nous vois comment? Et je lui dessine le job, l'entreprise, la Volvo Break, le chien, la maison. Elle me dit, mais tout de suite, je dis, putain, t'as raison. Et c'est là, on est parti vivre au Canada pendant quelques années. Ah non, mais c'est elle qui t'a fait ce délai de partir à l'étranger et de changer de vie, quoi. Lucille. Ouais, elle va bien te regarder, elle le verra, je pense. Parfait. Donc, aventure au Canada. Ouais. Pareil, t'as pris un job là-bas, salarié. Au départ, on part avec ce que tu connais peut-être, les PVT, les permis vacances-travail. Il y a des accords entre la France et la Suisse et le Canada. En anglais, donc les Work Permit Holiday. Et en fait, tu pars juste pour un an, plutôt pour faire barman ou serveur. Le truc, c'est qu'en fait, on a trouvé des boulots très intéressants dans nos branches. Donc moi, j'étais développeur R&D dans une industrie agroalimentaire, super job. Lucie a trouvé aussi un super job. Et en fait, on a eu envie d'y rester. C'est un pays très attirant. On a découvert des tas d'ethnies, on a eu des jobs intéressants, on s'est éclaté, les premiers salaires, pas d'enfants, et finalement on a voulu y rester, on a failli devenir résident permanent, demander la nationalité canadienne, et finalement notre beau pays, la France, nous a finalement bien manqué, la culture, les saisons, la gastronomie également, et donc on est revenu au pays au bout de 3 ans, après une expérience canadienne du coup solide, qui nous a grandement fait grandir parce qu'il a fallu se vendre en partant de zéro. Ton diplôme, on ne le connaît pas, ton bagage, on ne le connaît pas. Et on a appris finalement à aller à la rencontre des gens. On a développé notre audace, je pense, et notre courage en se lançant comme ça à l'étranger. Ça, c'est exactement la question que je voulais te poser. C'est qu'est-ce que t'en as retiré de cette expérience à l'étranger? Il y a plusieurs invités qui nous ont dit le conseil qu'ils peuvent donner aux jeunes, finalement, c'est de partir à l'étranger, bien sûr, découvrir d'autres cultures et de gagner du temps en fait sur leur carrière. Je partage. Donc toi, il y a développé l'audace, tu as développé des skills en fait. Oui, il y a l'audace, et avec l'audace, je mettrais aussi, Seb, le côté chemin de travers, chemin de traverse. Ouais. C'est-à-dire qu'elle avoir un voyage, je l'avais chez Yoplait. Donc ingénieur méthode, après j'en fais quoi? Directeur d'usine, directeur de site, blabla. T'as aussi appris à te mettre à risque, à dire c'est ça, je plaque ça. Et c'est ça. Sortir un petit peu peut-être des vieux schémas, des vieux modèles, et puis suivre aussi ta voie, parce que celle-là, c'est celle qu'on veut pour toi. Moi, évidemment, que mon maître de stage, mon médecin d'études, il veut ça pour moi. Il sent bien le potentiel, il met le salaire, il met le truc, il me fait briller les yeux. Et puis sur la carrière, c'est attirant. Mais en fait, il le fait pour lui. Qu'est-ce que je veux, moi? Et nous, on avait d'autres choses qui nous animaient avec ma femme. C'était le côté aventure, le côté liberté. Et je pense que du coup, quand tu pars comme ça à l'étranger, bah, tu développes aussi un potentiel entrepreneurial, puisque tu te mets en risque. Tu pars de zéro.
T'es à l'aventure, ça là, t'es en terrain inconnu, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis, tu comptes sur toi. À un moment donné, c'est un peu la bite et le couteau quand on est parti avec 3000 balles, $3000. Et puis de l'envie, beaucoup d'envie. Donc, t'y vas à la niaque, plutôt qu'avec j'ai tel diplôme, donc je mérite tel salaire et tel poste. T'y vas à la conviction. Et ce qui est génial pour ça, c'est que les Canadiens, les Nord-Américains sont très pragmatiques. Et si tu leur inspires confiance, ils disent, OK, tu vas être chef, bah, tiens, prends le bâton. De toute façon, au bout de 15 jours, ça marche pas, on arrête. Donc, il y a cette souplesse aussi, ça qui fait qu'on a pu faire des expériences incroyables. On a la chance que ça a marché, ça a duré. Quand t'es rentré en France, t'as fait quoi? Écoute, c'est amusant comme histoire parce que là, à nouveau, je tire mon chapeau à Lucille et à ma femme et au monde féminin en général, parce qu'en fait, ensemble, on dit, allez, on rentre en France et on veut de la montagne. Ouais. Donc, on cherche, pour ceux qui connaissent la géographie française, Drôme, Isère, Savoie de Savoie. Et on dit, le premier qui trouve, la première qui trouve, l'autre suit. Une bonne femme moderne, c'est elle qui trouve. Dans le Roblochon, pas dans le Maroilles. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, en Haute-Savoie, à Annecy, dans le Roblochon. Et on s'est installé donc à Annecy en 2004, suite à cette nouvelle aventure qui s'annonçait pour nous en France. Et donc toi, tu fais quoi à ce moment-là? Alors moi, tu le suis d'abord. Voilà. Alors, je fais un travail extrêmement intéressant. J'ai la chance, du coup, d'être suivi par une coach pendant quelques séances. Et cette coach fait avoir un nouveau regard sur moi. Et tu vois, je vais te citer une anecdote toute simple. C'est qu'à un moment donné, on est en séance, comme ça, en coaching collectif. Et puis, je lui dis, Annie, là, il y a une opportunité de poste dans l'industrie agroalimentaire. Du coup, je sais pas si je postule parce que du coup, c'est carrément dans mes cordes. J'ai fait ça, je réponds, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir, j'ai de l'expérience, je peux me vendre, etc. En même temps, je suis pas sûr que ce soit exactement ce que je veux faire. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, on est en 2004. Et j'entends ça 200 fois par an depuis 2004 à travers des personnes qu'on accompagne. Et en fait, la réponse, elle a été excellente. Et je vous invite à vous la poser vous-même. Quand vous vous posez cette question, elle m'a dit, je pense que la réponse est dans la question. Je me dis, fainéante ou quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est ça, être coach, c'est être fainéant. Attends, donc son effet miroir, c'est, putain, elle a raison, la réponse, c'est qu'en fait, faut pas y aller. C'est que tu l'as déjà, en fait. Et la réponse, je l'ai déjà. Et je n'y suis pas allé. Et j'ai réfléchi sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi, du conseil, et je suis allé dans le conseil. Puis dans le coaching, on va en parler. C'est intéressant, l'idée, c'est vraiment pas de faire ta pub, mais quand tu dis, par contre, j'étais accompagné par une coach. Et ça, c'est cette capacité à extraire finalement ce qu'on a au fond, quelque chose qui est très dur à faire soi-même, en fait. Bien sûr. Alors, c'est vrai que, bon, moi, j'ai 10 000 heures de coaching, donc je sais aussi m'auto-coacher, mais je ne suis jamais autant satisfait quand je me fais coacher. Enfin, moi, je me fais coacher tous les ans, en fait. Hein. Ouais. Et oui, c'est vrai, c'est comme se chatouiller, si vous voulez. Si je m'approche de toi et que je te chatouille, tu vas te marrer. Bah, par contre, essaie de te chatouiller, excusez-moi pour ce geste un petit peu trivial, mais il se passe rien, en fait. Ouais. Voilà, c'est difficile de se faire de l'effet sur soi-même. Et l'autre, s'il est bon, en posture basse, comme on apprend en coaching, il va t'aider à trouver tes solutions. Excellent. Du coup, tu fais pas ça? Tu ne retournes pas dans l'agroalimentaire? Non. Tu fais quoi? Eh ben, écoute, je vais dans le conseil. Ouais. Et du coup, j'ai fait la passerelle entre mon diplôme et mon histoire agricole et le conseil. Et je rentre dans un cabinet qui fait du conseil d'entreprise spécialisé dans le monde rural. Donc, essentiellement des sociétés agricoles. Donc, je deviens conseiller de chefs d'entreprise agricoles qui sont souvent des pools d'associés, qu'on appelle en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Et donc, j'accompagne ces gens-là pendant 8 ans à créer, développer, céder leur boutique. D'abord sur un aspect très gestion, et puis de plus en plus... Ça, c'est financé par qui, ce genre de structure? Bah, ça, c'est une structure autonome. D'accord, société privée de conseil. Société privée de conseil, exactement. Je sais pas si on peut la nommer... Si tu veux. Ouais, très bien. Et ceci s'appelle le CERF France. C'est un très, très beau réseau qui fait partie du réseau des experts comptables. Et c'est un réseau de plus de 12 000 collaborateurs en France. Donc, tu as vraiment une vision plutôt financière pour des accompagner financièrement, donc à la reprise de leur exploitation. Ouais. C'est une vision très chiffre, très économique, financière. Donc, je suis chef d'orchestre. Autour de moi, j'ai des juristes, des fiscalistes, des comptables, des experts comptables. Je suis le pivot de la relation, c'est le conseiller de l'entreprise. Et puis, on aide finalement le dirigeant à prendre ses décisions. Voilà. Donc ça me plaît à un moment, mais quand je commence à voir que mes petits collègues qui ont 10 ans de plus que moi ont ouvert la voie sur des sujets plus RH, d'accompagnement management, sur de la formation des dirigeants, sur du recrutement, sur de la cohésion entre associés, je dis, mais ça m'intéresse ça. Ouais. Et là, j'ai développé ça à fond après pour la boutique. Donc c'est là que tu as... Pour la boutique, pour CERF France? Pour CERF France. D'accord.
Quand est-ce que tu deviens entrepreneur du coup? Parce qu'on avance, mais j'arrive toujours Ouais, à bien sûr, on y arrive. Ouais. Eh ben écoute, on y arrive parce que je finis par tomber complètement amoureux, tomber comme si j'étais dedans quand j'étais petit. On me renvoie aussi quand je me forme au coaching. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça se passe très bien, l'impact client est bon, j'ai du plaisir. Je deviens coach interne de l'entreprise. Donc du coup, je vois ce que c'est. Je goûte à l'intervision, à la supervision coaching, donc je monte d'un cran. Et je sens que c'est ça que je veux faire. Et là, je vais voir mon boss et je lui dis, Jacques, on a un problème. C'est que du coup, moi, je veux faire ça, mais ça, c'est 2% du chiffre d'affaires de la boutique et c'est 2% de son ADN. Donc, je sais très bien qu'il va me falloir 3 générations pour impulser la boutique dans ce que j'aime. Ouais. Je veux sortir du game et je vais le faire pour moi. Il le comprend très bien. On deal, je presse pour lui pendant quelques mois et puis surtout, je développe et je bastonne pour ouvrir grand les vannes. Et puis aujourd'hui, c'est 250 clients et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, il y a un déclic parce que tu tombes amoureux du coaching, de la partie RH, coacher les dirigeants, tout ça, mais tu passes quand même plus de 10 années de salariat. Situation confortable, t'as fait sauce, tu bosses, t'es au bord du lac d'Annecy, il faut payer la maison au bord du lac d'Annecy. Bien sûr. Et puis là, t'as vu combien d'enfants à ce moment-là? Et je l'ai créé la boîte l'année de la naissance du troisième, la naissance de Paul. Donc, t'as quand même des responsabilités sur les épaules. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial. Ah c'est ça qui est génial. C'est ça que je veux toucher. C'est vibrant. Pourquoi tu te lances à ce moment-là? Parce que c'est fou. Ouais. Mais c'est ça qui est génial. Mais il y a un peu de folie, bordel. C'est trop tracé, c'est trop fat, c'est trop facile. Je suis comme ça. Chacun fait ce qu'il veut dans le vin, mais il y a un peu de folie. À 4 enfants, c'est de la folie. Mais c'est ça qui met aussi du piment, qui met du sel. Il y a aussi cette histoire d'audace. Il y a du jeu là-dedans. Il y a du jeu. L'entrepreneuriat, c'est du jeu. Ouais. Et puis... il y a rester jeune, finalement, être entrepreneur, c'est rester ouais. En tout cas, de rester frais, parce que du coup, t'es rattrapé aussi, le corps ne ment pas. Même si au paddle, je gagne contre des mecs de 25 ans. Mais néanmoins, garder la valeur fraîcheur, c'est-à-dire l'envie, la curiosité. En fait, tu sais aussi ce qui s'est passé, Seb? C'est que je m'ennuie. Ouais. Ah, c'est souvent ça qu'on entend de la part des invités. C'est la routine. Ça fait 14 ans que j'apprends. Ouais. 14 ans que j'apprends chaque jour de ma vie, chaque seconde de ma vie. J'ai tout eu à apprendre. J'ai eu à apprendre à gérer, j'ai eu à apprendre à investir, j'ai appris à recruter, j'ai appris à fidéliser, j'ai appris à motiver, j'ai appris à vendre, j'ai appris à faire du recrutement, du conseil, du coaching. En fait, j'apprends tous les jours. J'ai appris à faire du réseau, j'ai appris à parler en public. Enfin, c'est ça qui est passionnant. Et dans les boîtes, on n'a pas toujours la possibilité comme ça d'ouvrir grand les horizons. Et il y a plus de liberté pour expérimenter, essayer. Et puis, quand tu gères ton salaire, tu gères un budget. Quand tu es dirigeant, tu gères un budget x10 ou x50. Et donc, du coup, tu peux prendre un petit peu plus de risques dans les expérimentations, sur des formations, sur des choses. Alors, tu t'es trompé, mais c'est moins grave de jouer avec l'argent de ta boîte que jouer avec ton argent perso. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où tu t'es dit, si je le fais pas, je le ferai jamais. Ouais. Et ça, tu vois, ma grande fierté, Sébastien, c'est ma femme plus loin que ça. C'est que quand je commençais à en parler, tu vois, très, très en amont, 2-3 ans avant, j'étais retourné au Québec et là, j'ai rencontré le père de ma belle-sœur, qui vit là-bas, le beau-père de ma belle-sœur, et qui, lui, avait des cheveux blancs et qui me dit ouais, c'est bien ton projet. Non, mais c'est intéressant de réfléchir à un projet très dubitatif. Et ça te nourrit, en fait, ça te met un pic. Quand les anciens sont dubitatifs et qui n'ont pas confiance en toi. Et puis, il te dit, tu vois, moi, j'ai envisagé de le faire et je pense que je vais le faire parce que j'ai suffisamment de cheveux blancs pour le faire. Et à l'époque, à 35 ans, j'étais full brun. Mais t'es trop jeune pour les conseiller les autres. Exactement. Et je pense que si je l'avais pas fait à 35, j'aurais pas eu toute cette énergie, cet enthousiasme, cette curiosité. Et franchement, le rythme que j'ai eu de 35 à 40, je suis incapable de l'avoir aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis de poser les bases de la boutique. Donc moi, je dis à ceux qui nous écoutent, foncez. Donc, si vous hésitez à vous lancer, fonce très tôt. On s'en fout des cheveux blancs. Ce que tu vends, c'est tes tripes, c'est ton âme. Ton trip est ton âme. L'identité d'un gamin, d'un adulte, se forge à 6 ans. Donc en fait, ce que tu as au fond de toi, tu l'as très tôt. Donc on s'en fout que t'aies que 25. T'as déjà 25. Fonce. C'est chouette. Tu te rappelles ton premier jour dans ta première boîte, dans ta boîte, ton premier client? Parce que t'as pas grand-chose à vendre, t'as que 35 ans, t'es jeune, t'as pas les cheveux gris. Comment tu vas convaincre ton premier client de te suivre alors que t'as pas de référence, t'as pas tout ça? Ouais. Écoute, ça se joue sur de la connexion. Chacun fait comme il le sent. Moi, je prends du temps pour comprendre, connecter, établir la connexion et qu'il y ait une envie mutuelle d'y aller. Et là, l'envie mutuelle, elle s'est faite avec un paysagiste qui était un peu barré.
et qui était un peu paumé aussi dans un virage stratégique pour sa boîte. Et à l'époque, j'avais pas de locaux. Donc du coup, pour frimer, j'allais dans des hôtels de luxe, des espaces de coworking un peu de luxe, où le café coûtait 10 balles, mais du coup, qui donnaient de la valeur à la presta indirectement. Et... Premier renseignement. Oui, c'est ce fameux fake it until you make it. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est aussi d'y croire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es convaincu que ton système a de la valeur, t'es convaincu que ton offre a de la valeur, que ton produit est bon et qu'il va avoir de la valeur ajoutée, donc avec un pricing élevé, du coup, tu mets les moyens, tu mets l'engagement. Et j'ai fonctionné comme ça pendant tout le développement de la boîte. Du coup, t'es crédible, en fait. Mais oui. Et ça m'a tenu y compris dans l'investissement. J'ai pris le risque de recruter. Maintenant, t'as pas le choix. Faut nourrir ton salarié. Faut envoyer. J'ai pris le risque d'investir dans des locaux. Putain, l'endettement, il est costaud. Maintenant, faut envoyer. Oui, mais t'as pas le choix. Donc, se projeter sur du positif pour se mettre en mouvement et atteindre ce positif. C'est un fonctionnement qui, à mon avis, est assez louable parce qu'il te met en mouvement de façon prospective et positive. T'as des employés maintenant, du coup, chez Pulse? Ouais, des tout seul. 7. Ouais. C'est quoi l'ADN chez Pulse? Ça va pas trop te surprendre, c'est l'envie. Ouais. L'envie d'y aller, l'envie de connecter, l'envie de comprendre, l'envie d'être utile, l'envie d'être impactant. L'équipe est remarquable. Et tout le monde chez Pulse, Camille, Irène, Coralie, Carole, Lina, Romain, moi, on est tous animés par l'envie d'être impactant et qu'il y a un avant, un après, en fait. Et que la personne soit hyper contente. C'est de marquer, finalement, les gens qui passent dans votre cabinet, tu as raison. Les marquer à vie, quoi, quelque part. Tu as raison. C'est cet impact. T'as raison. Et du coup, j'aime à dire qu'on aime que le client qui vient chez nous a une expérience totale. Et ça commence à l'accueil. Donc, tout le monde est impliqué depuis l'assistante jusqu'à la facturation où on retrouve l'assistance. C'est que l'expérience soit marquante. Voilà. D'où les locaux sympas, Très sympa, tes locaux, je les connais. Ouais, je te remercie, Victoire. Et si je demande à Romain, qui est là derrière avec les équipes, ce qu'il pense de toi. Romain, il bosse chez toi, du coup, pour préciser, mais qu'est-ce qu'il va penser de toi? Qu'est-ce qu'il va penser de l'ADN de Pulse? Romain qui non seulement bosse chez Pulse, et qui est aussi associé, je pense. Chez Pulse, exactement. Romain, qu'est-ce qu'il pense de moi? Écoute, quand on fait des exercices comme ça, parce que ce qu'on pratique chez les clients, on pratique aussi entre nous de temps en temps, des exercices de cohésion, de renforcement positif entre nous. Écoute, Romain, qu'est-ce qu'il pense de moi? Je pense qu'il dirait le côté visionnaire, le côté très actif, et puis le côté grand sage, grand frère. Vieux sage, vieux frère, ça dépend comment il le taquiner ou pas. T'as plus 35 ans. Et lui, il a 37. La culture d'entreprise, c'est un truc qu'on met en place ou c'est un truc finalement qui vient des tripes du dirigeant? Je pense que la réponse est dans la question. Je l'avais pas vu venir. Les deux, Sébastien. Les deux, évidemment, c'est la poule et l'œuf. En fait, j'aime beaucoup ta question parce que, en fait, c'est ce que tu mets en place qui va favoriser une culture. C'est la culture que tu vis qui va favoriser ce que tu mets en place. Donc, s'auto-alimente. Et après, t'as évidemment parlé du cœur. Et c'est vrai qu'en coaching, on aide les gens à s'aligner entre la tête, le cœur et les tripes. Et c'est vrai que la culture d'entreprise, c'est quelque chose, je pense qu'il faut faire descendre. C'est-à-dire, si c'est trop concept, si c'est trop des fiches de poste, si c'est trop des manuels de bonnes pratiques, c'est bien, c'est utile. Et ça, pour moi, c'est la conséquence. Au départ, ça doit venir de là, et même d'un petit peu plus bas, au venir du ventre. C'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime. Parce qu'en fait, ta boîte, c'est toujours la tienne, et si elle fonctionne, c'est parce qu'elle te ressemble. Et tu peux déléguer, tu peux faire émerger les talents, et en même temps conserver un ADN qui te ressemble. Donc du coup, oui, je pense que la culture d'entreprise vient de qu'est-ce que tu veux qui se passe dans ta boîte. Et il y a cette phrase que j'aime bien qui dit la culture d'une entreprise, c'est ce qui se passe en équipe quand t'es pas là. Et si toi, quand tu reviens après quelques jours, tu t'aperçois qu'il s'est passé des choses extraordinaires qui te plaisent alors que t'étais pas là, banco. Là, pour le coup, ton ego, il en prend un coup. Mais tant mieux. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, tu as de l'autonomie. Donc, j'ai eu la chance de m'offrir une parenthèse de 2 mois en Australie en 2024. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, je sais pas, là, on a atteint un palier de culture d'entreprise qui est remarquable. C'est chouette, ça. Je salue toute mon équipe parce que c'est eux, la culture d'entreprise, c'est eux. Bon, on avait défini la culture d'entreprise un peu différemment. On m'a dit, c'est quand tu accueilles un nouvel employé, c'est le message qu'il va envoyer vers 13h à sa femme. Et qui va dire, j'ai été accueilli de cette manière-là, c'est génial. Et c'est aussi ce qui va dire à d'autres personnes qu'il va croiser 6 mois après qu'il soit parti de l'entreprise, en fait. Absolument. Oui, absolument. C'est la promotion ou la contre-promotion qu'on va faire de toi.
Ouais, je suis d'accord avec ça, et ça permet de faire une passerelle, Sébastien, sur l'importance du coup des 4 premières semaines d'intégration d'un collaborateur. C'est vrai. Alors si c'est trop un effort de se dire merde, on accueille quelqu'un, faut qu'on fasse ci, faut qu'on paraisse ci, c'est dommage. L'idéal c'est que ce soit assez naturel. Ouais. Néanmoins, rendons, Ça. voilà, c'est-à-dire créons les conditions aussi pour que le naturel puisse s'exprimer. Donc anticipons, préparer, etc. Intéressant. On dit toujours Se ça. préparer. Les 3 choses qui sont importantes quand tu Tant de boîtes où t'arrives et ton ordinateur n'est pas là, ton téléphone il est pas là, t'as pas tes accès, il va falloir 4 jours pour créer ton accès, alors qu'en fait, c'est rien que des outils techniques. Quoi. 3 tips par rapport à ça pour rebondir sur tes propos. 1, se mettre à la place de la personne qui arrive. Pour imaginer dans quel état elle est, tout est nouveau, etc. Donc en se mettant à la place, je réagis mieux. Et imaginer un peu son stress aussi. Ouais. Exactement. 2, une seule chose. La personne doit se sentir attendue. Ouais. Attendue. On accueille quelqu'un à dit, je note tout. Elle doit se sentir attendue. Voilà. Et la 3e personne, c'est se rappeler que ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'un recrutement réussi, c'est un tiers. Bien sûr que c'est un tiers le recrutement en tant que tel, ma fiche de poste, bien cadrer les entretiens, faire le bon choix. Ensuite, ça suffit pas. Un tiers l'intégration, les 4 premières semaines, et un tiers le management derrière. Merci. Est-ce que tu avais des moments de doute sur l'aventure Pulse? Oui. Il y en a un qui va paraître évident. Covid, je pense, comme tout le monde. Ouais, donc on va pas trop en parler parce que c'est pas ça qui est le plus pertinent, je pense, pour nos auditeurs, parce que ça forcément ça mon doute. Ceci dit, j'en parle quand même une petite minute parce que c'est un moment qui finalement, fondamentalement, a renforcé la boutique. Je pense que ça a renforcé beaucoup de boîtes. Oui. Soit les boîtes sont mortes, celles qui ont survécu à ça, en général, sont plus fortes. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça a changé? Je vais être juste très très concret. Première chose fondamentale, maintenant on peut tout traverser. Et je le pense sincèrement. J'en parle quand même une minute. Première chose, c'est qu'une fois que tu as traversé le Covid, tu peux tout traverser. En tout cas, c'est ma conviction et c'est ce que je me suis dit. Je me souviens quand j'ai remonté les locaux de Pulse, j'étais seul, je rattaque avant tout le monde. J'ai hurlé un cri, tu sais, mais j'étais raka, quoi. J'ai hurlé un cri de putain, c'est reparti pour 10 ans, puisque le Covid est arrivé après 8 ans de boîte. Et en fait, je me suis dit, putain, on a survécu à 42% de chiffre d'affaires qui disparaissent. On a survécu à la trésorerie divisée par 10 en 2 mois. On a survécu à la montée de charge en chiffre d'affaires. On a survécu au surendettement ponctuel. Putain, mais on peut tout traverser, en fait. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Là, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire à nos entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, une grosse claque peut aussi être l'opportunité, finalement, de se sentir plus fort. Pour être encore plus concret, 80% du staff est parti en 2020 pour aller faire leur rêve d'enfance, son rêve d'enfance. Et on a renouvelé le staff. Et là, j'ai décidé de remodeler les profils de collaborateurs. Et j'ai pris des coachs donc plus expérimentés, plus seniors, plus capés. Et j'ai également des salaires plus élevés, plus gros risques. Oui, forcément. J'ai revu également la politique salariale avec la rémunération périphérique, etc. Et puis, du coup, j'ai laissé plus de place aussi à l'équipe. Donc, j'ai revu aussi ma politique RH. Et puis, j'ai également revu ma politique d'intégration pour faire quelque chose de plus léger, en internalisant plus qu'en externalisant, pour être plus souple, plus autonome, et également faire de l'optimisation de charges sur l'intégration des nouvelles personnes. Donc quelques exemples concrets post-Covid. Si on rebondit maintenant sur d'autres moments de doute, moi mes doutes, Sébastien, ils sont plutôt dans mes choix managériaux. Tu vois, je remets en cause et je dis tiens, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien ressenti? Est-ce que j'ai bien perçu? Mes moments de doute, ils peuvent être parfois sur des stratégies commerciales. Est-ce que je suis en train de mettre ma bonne énergie au bon moment? En fait, j'apprends de plus en plus en avançant à être focus sur les objectifs, sur notre ADN, sur ce qu'on est. Et quand je doute, c'est un signal qui mon cerveau est en train de me dire t'es peut-être plus dans le focus là. Donc le doute est un signal de besoin de recentrage, je pense. Merci. Alors pour ceux qui nous écoutent, si vous avez traversé des moments difficiles, moi ça m'intéresse de les avoir en commentaire, puis qu'on puisse débattre un petit peu dessus sur ce que vous avez mis en place, ce qui vous a permis de tenir aussi dans ces moments de doute ou ces moments de difficulté. Ce serait intéressant de partager ça un petit peu. C'est quoi ta routine? Alors j'ai surtout une routine du matin.
et une mini-routine du soir. Déjà, t'es du matin, tu te lèves tôt. Ouais, je suis plutôt un lève-tôt, couche-tôt. En fait, je considère globalement ma vie comme un... le club de 5 heures du mat, là. Non. 5 a.m. club. C'est bon au club? Non. Se lever à 5 heures, en fait, faire 1 heure un peu de méditation, de sport, et puis un autre truc, je sais plus quoi, pour partir la journée du bon pied, quoi. Non, c'est pas à ce point-là. C'est ça, c'est exactement ça. Si. Non, c'est pas à ce point-là, c'est ça. Alors, je suis plutôt effectivement, je l'ai fait, le lever 5h30, je l'ai expérimenté pendant peut-être 1 an ou 2. Ouais, mais voilà. Ouais, alors c'était une époque où on était moins nombreux, donc voilà, j'avais un peu plus de sujets à gérer en même temps. Donc du coup, j'étais au taf à 7h15, quoi. Néanmoins, le réveil sonne un peu plus tard maintenant. Alors la routine du matin, elle tourne autour des étirements, autour des séances de yoga en fait. Voilà, je vais faire des postures, ceux qui connaissent donc la salutation au soleil, qui est un standard de yoga que je fais depuis 25 ans maintenant. Et j'ai vraiment vu la différence, notamment quand j'allais voir mes enfants à l'époque où j'étais plus jeune et que j'allais les réveiller pour les mettre en mouvement le matin. J'allais pas du tout les voir dans la même disposition d'esprit selon que j'avais fait ou pas ma routine. C'est-à-dire que quand tu la faisais pas, t'étais déjà un peu dans le boulot. J'étais plus grincheux, j'étais plus irascible, j'étais moins patient, j'étais encore en fait dans l'énergie de la sortie du sommeil en fait. Ouais. Donc j'étais pas encore centré sur l'autre. Alors que là, tu commences à t'étirer, tu commences ta posture, puis tu sens que le corps s'ouvre, ça monte à la tête, et puis comme il y a des postures, souvent, t'es un peu à l'envers. Voilà, il y a le sang qui monte et du coup, ça y est, tout se réveille. Le verre d'eau, chose toute simple, avec 3 gélules de spiruline, qui est une algue remplie de choses, de naturel. Donc, tous les jours, 3 pilules de spiruline, un verre d'eau, la posture de yoga pendant, mais c'est 5-10 minutes, pas plus. Ah ouais, moi, jusqu'à présent, j'en faisais pas parce que je ne pas une demi-heure à ça, j'ai pas le temps. Ah, c'est vraiment léger. Mais ça suffit à te faire un break à partir du... Ouais, alors l'idéal, effectivement, quand je saisis l'opportunité d'en faire une demi-heure ou 1 heure, un vrai cours, les bienfaits, ils sont encore plus durables. Mais déjà, c'est le côté, vaut mieux faire peu et souvent qu'1 heure et demie tous les 3 mois, quoi. Et le sport à côté? Ah ouais, du paddle, de la musique aussi, c'est pas genre un sport cérébral. C'est souvent, c'est régulier, quelle approche t'as? Ouais, j'ai la chance de kiffer mon sport. Il demande une raquette, 3 balles, une paire de basket, mon vélo. 5 minutes après, je suis avec 3 copains et on joue au paddle et on s'éclate. Donc ça, c'est un bonheur absolu. J'ai beaucoup de chance. Donc ça me détend énormément parce que c'est ludique. Donc c'est 3 fois par semaine. 2 fois, c'est le minimum. 3 fois, c'est l'idéal. Lundi soir, mercredi ou jeudi soir et 1 fois dans le week-end. 2 fois, c'est le minimum. Je vais pas parler de disposition physique mais c'est mental, quoi. 3 fois, c'est le minimum pour... Mais en fait, je le sens. Je sais pas si ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent le ressentent aussi. Si j'ai pas pu avoir un sport le lundi soir parce qu'il pleuvait, c'est un sport extérieur, grosse journée de boulot lundi, plus tout le reste, pareil le mardi, les déplacements, etc. Mercredi, j'arrive le jeudi. S'il n'y a pas eu une séance de sport depuis le dimanche, ça va pas du tout, en fait. Donc, je suis pas dans de bonnes dispositions. Et j'aime à dire, Sébastien, qu'en tant que dirigeant, si on n'est pas bien dans notre tête, on est des dangers publics. Et c'est ce que m'avait dit une coach aussi, en tant que nous coach. Donc du coup, moi, je la double casquette. Et elle a raison. Si je suis pas lucide, si je suis pas un minimum bien, si je me suis pas défoulé, si je me suis pas libéré, en fait, je vais faire des mails de merde. Je vais faire de la merde, en fait. Et je vais mettre un problème sur un problème au lieu d'être un apporteur de solutions. Je pense qu'en tant que dirigeant, on doit surtout être des éclaireurs et des apporteurs de solutions. Effectivement. Quand un dirigeant vient te voir pour la première fois, toi ou tes équipes, c'est quoi le symptôme le plus courant? Tu m'as parlé tout à l'heure de confiance en soi, mais du coup, la question classique qui vient, c'est un problème de temps, d'ego, de peur. C'est pas un problème, c'est un souhait. Ah ouais, c'est un désir. On vient de voir souvent avec des souhaits. C'est ça qu'il y a derrière. C'est un désir. J'aimerais, je n'y arrive pas. J'aimerais mieux m'entendre avec mon associé. J'aimerais mieux m'organiser. J'aimerais faire du sport 3 fois par semaine. J'aimerais me libérer du temps. J'aimerais mieux communiquer avec mes équipes. J'aimerais être moins stressé. Donc en fait, c'est un désir. C'est souvent, là tu me parles de choses souvent assez émotionnelles ou est-ce que c'est aussi de la stratégie, j'aimerais qu'on soit là, puis j'arrive pas à emmener la boîte là-bas? Ouais. Ou c'est plutôt organisation d'équipe? On a vraiment de tout. Ouais. En fait, notre travail, après, ça va être accompagné là où il y a besoin, en fait. Donc, tu as des profils qui arrivent en étant beaucoup au départ sur le sujet orga, sur le sujet process, sur le sujet optimisation et efficience. Souvent de profils très cerveau gauche, très rationnels.
Et puis, ils apprennent dans la séance de coaching, ils se rendent compte qu'en fait, si là, ça marche pas, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à les libérer là, parce qu'ils, justement, ils ont surinvesti ce côté-là, et ils ont peut-être à aller chercher, voilà. Donc, on va travailler tout simplement sur du lâcher prise, sur une communication plus douce, sur être plus doux aussi avec eux-mêmes. Et comme par hasard, ça va libérer l'efficience et tout ce qu'ils veulent derrière. Et puis, à l'inverse, des personnes qui nous viennent sur des sujets plus j'ai du mal à communiquer, et puis on va pas s'apercevoir que c'est en mettant en place peut-être des routines, des process, des règles du jeu, donc en allant basculer sur une sphère qui est moins la leur, qu'on va pouvoir libérer quelque chose qui est important pour eux, une communication rationnelle fluide. Donc on apprend aux gens finalement à développer plus leur potentiel rationnel, irrationnel, réflexion, émotion. Mais tout ça, ils le savent pas. C'est des discussions comme on fait là, et puis à travers de l'outil, de la posture, du questionnement, de l'effet miroir, la personne se questionne, voit les choses différemment et trouve ses propres solutions. Un dirigeant ou un manager, souvent, c'est quelqu'un qui fait très attention à son image toute la journée. Ça peut être fatigant, mais c'est pas ça le sujet. C'est vrai. C'est qu'il arrive chez toi, est-ce qu'il te dit tout de suite, ou est-ce qu'il y a justement souvent des choses que les dirigeants ou les managers te disent pas et que tu es obligé d'aller chercher? C'est quoi en général ça? Vendredi dernier, j'étais en visio avec Pierre, qui pilote une boîte de 110 personnes, il fait 86 millions. Et il parle. Il s'en se généralement 1h30. Et il parle pendant facilement 45 minutes. J'ai fait ça, les entretiens, j'ai fait ça. Et je me dis, mais il est en train de combler le vide, en fait. Il veut éviter le sujet, il n'est pas dessus. Mais je le laisse parler, j'accueille, mais je ressens ça. Je me fais confiance, et à un moment donné, je lui dis, je marque juste un temps de silence. Et on n'est pas trop à l'aise avec le silence, donc du coup, il me dit, il y a un petit espace. Je continue le silence. Et je dis, qu'est-ce que tu me dis pas? Et là, on a commencé à dérouler une pelote de laine. C'est-à-dire qu'effectivement, notre rôle, c'est de patienter, de mettre à l'aise, d'établir la confiance pour que les choses viennent d'elles-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi que tes lieux sont agréables, inspirent la détente, et que le dirigeant va toujours se sentir très à l'aise avec sa coach ou son coach. Et donc, il doit toujours avoir le choix de son coach ou de sa coach. Je fais juste une petite pause pour vous dire, ça nous encourage vraiment. Si vous vous abonnez, vous likez, vous enregistrez. Merci, on continue. Si on veut être performant mais sans exploser en plein vol, il y a des dirigeants qui font des burn-out, hein, c'est quand même un métier inhérent. Les managers sont souvent sous pression aussi, et c'est une population avec un peu mal de burn-out. C'est quoi le petit truc, le truc non négociable à mettre en place dans son agenda, ou la routine à prendre? Toi, t'as ta routine, tu nous en parlais, mais le truc facile qu'on peut mettre en place et qui garantit quand même de pas trop faire burn-out. Alors, je pourrais dire 1000 choses. Je vais choisir de te dire ça et de vous dire ça. Soyez un dirigeant normal. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, si je dis pas de bêtises, de 2007 à 2012? À peu près. Et en fait, il était sur tous les écrans, sur tous les fronts, sur tous les sujets. On voyait courir au bord de la plage. Il était sur tous les dossiers, partout, omniscient, omniprésent. Il contrôlait tout, il supervisait tout. Et en fait, on parlait d'hyper-président. Et à un moment donné, il y a eu donc des candidats concurrents en 2012 qui ont dit, moi, je vais être un président normal. Certains candidats sont allés sur ce terrain-là. Et ça m'a parlé. Parce que je travaillais beaucoup trop. Parce que j'étais probablement au bord du burn-out. Et j'avais beaucoup de charge mentale. Et je me suis dit, tu vas être un dirigeant normal. C'est normal de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. C'est normal, si t'aimes la musique, de faire de la musique une fois tous les 15 jours. C'est normal de voir tes gamins tous les jours. C'est normal de voir des amis. C'est normal, quand t'as hyper bien bossé, de plier le camp à 17h30. C'est normal de dire non à une sursollicitation. Voilà, donc ce côté, rester dans la normalité, souvent ce sont des profils hors normes, des personnes très rapides, hyperactives, etc. Ne rajoutons pas à ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les entrepreneurs, on voit bien à travers le coaching, plus de 10 000 heures de coaching des dirigeants, ont peut-être tendance à rajouter sur quelque chose qui est déjà là, quoi. Il y a déjà beaucoup d'activités, beaucoup de charge mentale, ne viens pas en rajouter toi. Donc ça passe par quoi? Ça passe par de la confiance. Et lâcher prise. Et confiance en toi, et confiance en l'avenir, et confiance en tes gars, et confiance en tes filles, et confiance en tes clients. Ça va marcher. Quelque part, assume tes choix, ne pas être là à 17h30 parce que tu vas jouer au paddle avec tes potes, quoi. Absolument. En fait, t'as pas à justifier. T'es au rendez-vous. Voilà. Et évidemment, bosser. J'ai lu il y a déjà 15-20 ans des bouquins sur la semaine des 4 heures, etc. Bon, tout est relatif. Hein. Je pense qu'il y a pas d'illusion. Être dirigeant, c'est du hard working et il se fait sans rien. Et donc, du coup, tu n'as pas à te justifier.
Et puis la simplicité, l'authenticité, c'est-à-dire que c'est bien d'aller prendre des tips, c'est bien de se faire coacher, c'est bien d'écouter des podcasts, mais surtout à toi qui nous écoutes, voilà, le meilleur dirigeant c'est toi, le meilleur manager c'est toi, fais du toi. Fais du toi Arthur, fais du toi Stéphanie, et c'est ça qui va marcher. Et de plus en plus, les collaborateurs ont ce besoin d'authenticité, de simplicité, même de vulnérabilité. Pose les choses, dis, passe du je veux à j'ai besoin, passe du je sais à j'aimerais, qu'en pensez-vous, voilà. Implique, laisse de la place, laisse de la place au temps, laisse de la place aux autres, laisse de la place à la douceur, laisse de la place au bonheur, bordel. Merci. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et effectivement, en fait, ça résonne parce que tu me connais, parce que tu m'as coaché, et tu sais très bien que j'ai un espèce de petit démon ici qui s'appelle la culpabilité, qui m'empêche effectivement de faire ce que tu dis. Mais alors j'essaye, et c'est dur. Mais c'est vrai. Je sais que c'est ce qu'il faut faire, hein, en fait, finalement. On est constitué de beaucoup de repères, d'injonctions, et les petites choses, tu le sais Sébastien, font parfois des grands résultats. L'idée en coaching, c'est surtout pas d'imaginer en 3 séances de faire ça. L'idée en fait, c'est d'être en mouvement. Donc travailler sur une chose que je lâche sur ma culpabilité déjà, et puis l'important c'est d'être en mouvement. Donc c'est vraiment la technique des petits pas, et là à nouveau mettre de la douceur, parce que là à nouveau le dirigeant classiquement va être exigeant. Il va s'en rajouter. Ah putain, j'ai honte de me sentir coupable. Exactement. Allez, honte fois culpabilité. Ouais. Allez, c'est exponentiel. Bam, je me bloque, je me verrouille. Voilà. Libérons tout ça. Donc, n'en rajoutons pas. Et pour ça, douceur. Douceur. Accepter d'y aller par étapes. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Et donc, du coup, quelle est la petite chose que je commence demain matin pour me sentir moins coupable? Et doucement, à l'image des micro-siestes. Et qui après, finalement, sont intégrées, deviennent des automatismes. Et en 3 minutes, elles ont le même effet qu'il y a 20 minutes quand il fallait une méthode, un réveil, etc. Hein, y aller par étapes. On est dans le sujet un peu du rapport au temps aussi. Oui. Beaucoup d'entrepreneurs en fait se noient dans l'opérationnel. Ils font en fait au début, et puis tu recules les embauches parce que tu sais faire, et puis tu as de confiance, finalement les autres ne vont pas faire aussi bien que toi, donc tu continues de faire toi-même. Dans les entrepreneurs que tu vois passer, c'est quoi en général la première chose à déléguer, à arrêter de faire lui-même? Tu vas tourner autour de l'administratif et de la comptabilité. J'ai vu les dirigeants se cramer, bosser le samedi, du coup arriver le lundi fatigué, irascible, donc pas très lucide, pas très à l'écoute, c'est dommage pour des dirigeants managers. Et puis aussi, du coup, qui arrivent avec un complexe du surtravailleur en tête. Moi je travaille le week-end, on s'en fout en fait. Ça sert à rien, on n'a rien à foutre, et on ne sent pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple du tout en fait. Ouais. Donc en fait, tout ce qui te consomme du temps, qui a peu de valeur ajoutée, voilà, tu vas gagner quoi, 5000 balles sur ta compta, mais on s'en fout. Parce que le temps que tu libères en charge mentale et en temps effectif pour aller chercher du client, pour être disponible, pour libérer tes collègues, tes collaborateurs, à te rapporter bien plus que 5000. Donc tout ce qui va concerner les métiers d'expertise et de spécialisation, en tout cas c'est le chemin que j'ai pris, c'est le chemin qui me paraît juste quand je vois aussi encore des personnes qui veulent le garder. Et il faut savoir aussi lâcher, même si on a la compétence en fait, parce qu'on peut tous faire des PV d'AG, c'est pas compliqué. En plus avec Internet, avec l'IA, on peut faire des trucs juridiques, des trucs financiers, des trucs RH, des accords. C'est quoi? Des assistants, des juristes, des avocats. Et toi, c'est quoi ta valeur ajoutée en fait? C'est quoi ta valeur ajoutée? Donc en fait, plutôt que de dire ce qu'on lâche, je le dirais plus positivement, Sébastien, en disant c'est quoi qui fait ton impact vraiment? En fait, c'est ta zone de génie, ta zone d'impact, ta zone de talent. Donc là, j'encourage tout entrepreneur en devenir ou présent de lire un ouvrage qui m'a été conseillé par des personnes de l'équipe, et je les en remercie. Merci Romain, merci Camille, et qui nous a aidés et qui pourra vous aider. Le mec s'appelle Collins et il a écrit un bouquin qui s'appelle Good to Great. Ça a été mal traduit en français par de la performance avec excellence. Et il nous fait prendre conscience que ton entreprise comme ton dirigeant, les deux seront bons s'ils sont dans leur hérisson. Lisez le livre, mais ce que je peux simplement dire, être dans son hérisson. Mais le livre en parle très très bien, mais ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui va faire que tu vas être dans ta zone d'impact, et ça tu le délègues pas, et le reste tu peux, c'est les choses qui sont à la rencontre de 3 cercles. Premier cercle, c'est ce que tu as plaisir à faire, ce qui te fait kiffer, ce qui t'anime. Est-ce que du coup il y aura de l'alignement et de l'impact? Est-ce que tu n'auras même pas besoin de te forcer et tu vas inspirer et engager autour de toi? Donc la notion de ce qui te fait plaisir. Deuxième cercle que tu croises, c'est ce que tu fais mieux que les autres. Ton facteur différenciant. Ce qui fait que les gens vont dire, ouais, c'est différent, c'est mieux. Et la troisième chose, c'est ce qui alimente le moteur économique de ta boîte. Et les 3 choses, quand elles se rencontrent,
Là, les cercles, quand tu les dessines, t'imagines bien, ça nous fait une petite zone grise. Là, c'est le hérisson de ton cabinet. Tu peux faire ça en tant qu'entrepreneur et tu dis, moi, c'est ça. Je mets 80% de mon énergie là-dessus. J'abandonne le reste, man. Le reste, Délègue le reste. 80-20. Mm. Parce qu'il y a des trucs à un moment donné, voilà, pour être exemplaire, parce qu'il y a aussi des imprévus, etc. Il faut savoir être souple. Good to great. Good to Great, je recommande cette lecture que tu peux appliquer à l'échelle de ton entreprise, à ton échelle, à l'échelle de tes collaborateurs, tes commerciaux, tes managers. Et elle renforce finalement l'humanité et la pertinence et la puissance de ta boîte. Merci pour ce partage. J'en profite. Si vous avez d'autres idées de bouquins, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Ce sera intéressant pour tout le monde. On mettra celui-là avec un lien sur une librairie connue. Gestion de crise. Quand tout crame autour, t'as perdu ton plus gros client. On va pas parler Covid, mais voilà, ça pue quand même. Ça se passe vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que manager pour pas paniquer? C'est quoi le petit outil, la petite astuce pour rester calme? D'ailleurs, j'ai fait, c'est peut-être un bout de réponse. Bien sûr. À nouveau, il y a une part de réponse à ta question, Sébastien, je crois. Je pense que la première chose, c'est de ne pas réagir à froid. Ouais. On sait très bien qu'à chaud, on est des êtres d'émotion, hein, donc du coup, l'émotion peut nous faire réagir de façon impulsive et pas forcément dans la bonne direction. Donc, laisser l'émotion émerger, venir, donc attendre 24-48 heures pour laisser redescendre. La nuit porte également 48 heures, au moins passer la nuit. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Minimum une nuit dessus. Tu dors pas bien. Hein, non, tu dors pas bien, mais justement, c'est bien que tu dors pas bien parce que du coup, il se passe plein de choses. Ouais. Du coup, j'ai le cerveau qui tourne, en fait. Exactement. Intéressant. La deuxième chose, moi, je dirais, c'est de demander un effet miroir à droite ou à gauche. Parce qu'en fait, la chose t'affecte tellement, tu n'es plus lucide et tu n'es plus objectif. Donc, ton époux, ton épouse, ton enfant, un regard d'enfant, c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis persuadé qu'il faut pas forcément consulter des grands pontes ou des grands experts. Ouais. Il faut aussi consulter un ami qui est complètement dans autre chose, consulter un enfant, consulter sa femme qui fait complètement autre chose, qui est dans l'enseignement, peu importe, et pour avoir un avis complètement extérieur. C'est lui dire un petit peu ce que tu comptes faire, la réaction que tu comptes avoir, et puis te faire challenger finalement par exemple un extérieur. Je vis ça me fait chier, c'est dur, j'ai envie d'abandonner, qu'est-ce que t'en penses? Et être lucide dans sa demande. C'est-à-dire, je te demande pas de me faire plaisir, je te demande pas de... Juste, qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai un exemple comme ça d'une personne. C'est dur, elle se sépare, il y a 3 enfants. Monsieur avait plus de revenus qu'elle, elle était indépendante, c'est compliqué, il va falloir se reloger, etc. Et en fait, elle vient nous voir, elle nous pose ça. Nous, on connaît pas son univers, l'univers d'architecte d'intérieur, etc. Et en fait, on lui renvoie une image de la situation. On dit, attends, donc t'as fait ça, t'as telle expérience, t'as tel machin, tout ça. Juste on reformule, t'en es là, t'as fait ça, t'es capable de faire ça avec ça. Donc en fait, tu vas faire ça, l'étape d'après tu fais ça, t'as des potes qui peuvent t'aider, après on fait ça, après tes clients, il y en a là, t'es là. Donc en fait, c'est juste une question de temps, mais en fait, t'es dans ta courbe du changement, mais t'es déjà en train de rebondir, en fait. Ah oui, mais j'ai pas vu comme ça. Et elle est pas du tout ressortie pareil. On doit juste faire un effet miroir de ce qu'on percevait de la situation. C'est ce qu'on travaille souvent en coaching. En coaching, on apprend à se mettre ce qu'on appelle en position méta, c'est-à-dire à regarder la situation dans laquelle on est. Donc il y a des protocoles en coaching qui permettent ça. Bon, c'est finalement ça qu'on fait tout simplement, hein, soyons pragmatiques. C'est apporter un effet miroir. Donc je dirais, deuxième tip, c'est aller demander un effet miroir à quelqu'un de l'extérieur. Excellent. Gestion de la vie pro, vie perso. Alors, tu as donné des clés, hein, finalement, en n'étant pas coupable de se mettre des moments dans l'agenda pour aller faire du sport. On parle souvent d'équilibre. Quand on monte sa boîte, il y a beaucoup de travail à fournir. Il faut taper dedans. C'est des moments durs. Souvent, les 2 premières années d'une boîte sont quand même assez difficiles. C'est quoi le secret, quelque part, pour que ta vie perso, finalement, te nourrisse ta performance au boulot? Comment tu te mets en place un board mental qui est là pour t'aider, finalement, dans ta famille enfin, c'est quoi les petites astuces? Alors, enrichi des expériences de tous ceux qu'on a en coaching et de la mienne. Je dirais que c'est évidemment propre à chacun. Je serais un menteur et un faux magicien si je disais le type. Il y a un truc pour tout le monde, ça se saurait, quoi. Exactement. Donc du coup, ce qui pour moi est le plus pertinent, c'est simplement de regarder un peu à l'intérieur et de dire qu'est-ce qui me ressource. T'es un mec, meuf, t'es une pile, tu vas la décharger comme un malade, comme une malade pendant 2 ans. À un moment, il va falloir la recharger. Donc déjà, sois prêt à la décharger, elle sera beaucoup plus souvent déchargée que chargée, faut se mentir. 2, que ce soit clair avec toi-même et clair avec ton entourage. Moi, je pense que quand on monte une boîte, c'est un projet de vie. Ma femme vient de signer pour acheter une entreprise.
je suis co-acteur du truc et les enfants en entendent parler depuis 2 ans. 4 enfants, 2 entrepreneurs. Waouh. La folie, la vérité, la folie, il y a que ça de vrai, c'est le grain de sel de la vie. Et du coup, ce soit clair avec ton compagnon, Ouais. et où ta compagne. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les dégâts sont collatéraux, entre guillemets, tout le monde est embarqué dans l'histoire, pour le dire positivement. C'est prévenir la vente. Et pas se raconter de mensonges, quoi. Non, mais moi, je fais un truc digital, je processe, ça va tout se border digitalement avec l'IA, ça va partir en automatique, je bosse 4 heures, je lève la dette d'1 million, ça s'embourse tout. Oui, il y a forcément des exemples où ça marche, et on entend beaucoup parler, mais c'est 1 sur 2000. C'est une recette, moi je prends. C'est ça, je sais aussi que tu es un gros travailleur. Donc, être clair avec soi-même, être clair avec son entourage proche. Et puis après, c'est simplement regarder à l'intérieur les choses qui se ressourcent, les choses simples. Est-ce que toi, c'est plutôt faire des vraies vacances? Auquel cas, le deal avec ta femme, avec tes employés, c'est quand tu breaks. Est-ce que toi, ton truc, c'est le sport? Du coup, d'être très clair dès le début et avec tes employés. Vous ne verrez pas certains midis. Vous ne verrez pas certains matins avant 9h30 parce que ça... Et c'est hyper inspirant, en plus, en termes de culture entreprise, transparence, authenticité, etc. Donc, qu'est-ce qui te ressource? Si c'est le sport, mets-le au cœur. Si c'est plutôt avec ta famille, mets-le au cœur. Si c'est les vacances, mets-le au cœur. Donc, focus sur le truc qui te ressource et t'en fais une chasse gardée. Et ça, c'est non négociable. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec ma femme, qui du coup commence à aller dans la boîte, et tac, le déplacement à la distance, etc. Et en fait, elle le sait, on avait déjà parlé il y a 6 mois, et c'est ce qu'on est en train de travailler aussi. Alors, travailler, c'est des discussions autour d'une bière, hein. C'est quels sont les garde-fous que tu te mets, ce qui est finalement non négociable. Elle, je pense que ça va tourner autour du yoga du matin. Donc, il est possible que certains matins, elle arrive plus tard, mais elle va arriver dans des super dispositions, elle va être très impactante, et ça sera inspirant. Ce qui veut dire aussi que c'est un impact peut-être sur toi, dans le sens où elle, c'est yoga le matin, c'est son moment, faire le petit-déj pour les gamins, ce sera toi, quoi. Oui, tu as raison. Oui, alors je pense à nouveau que c'est un projet de vie avec ton partenaire, ta partenaire, et donc du coup beaucoup de communication. C'est très important que le couple soit solide et de la communication. 1, parce que ça va beaucoup parler boulot. 2, parce que ça va tanguer en termes d'énergie. Et donc du coup, il faut rester complice, rester solidaire face aux enfants. Donc de la communication dans le couple. Donc oui, ce genre de choses sur le petit-déj est un exemple où clarifions le mardi et le jeudi. Du coup, c'est carrément toi et puis, on a fait un tout con, par exemple, c'est sur les devoirs des enfants, sur les deux derniers. Moi, je suis la dominante sur Paul et Lucie la dominante sur Gaspard. Donc, le petit dernier. Donc, du coup, on sait qui doit s'occuper de quoi, ça évite le flou. Partager le... Non, il a eu telle note, légèrement point, tu gères ton point. Sur les devoirs, hein. Que les câlins et des 2 ont droit. J'espère. La solitude du dirigeant, on n'en a pas parlé. Tu l'as touché un petit peu en disant pas hésiter d'aller faire des effets miroirs avec des gens extérieurs. Mais comment quand on est dirigeant, on se construit un entourage sur lequel on peut s'appuyer, qui nous supporte et qui fait qu'on ne porte pas tout le poids sur nos épaules. Je crois beaucoup au réseau de dirigeants. Je trouve que c'est très vertueux. Souvent, c'est le soir, la journée est terminée. De plus en plus, ce sont des moments aussi de convivialité, avec des moments d'inspiration à travers une intervention, un atelier, une conférence inspirante. Et du coup, de façon détendue. Tu fais partie de réseau? Oui, je suis partie de réseau. Alors, pareil, je peux partager un type. J'ai été gourmand en réseau au démarrage et je me suis aperçu qu'en fait, il valait mieux en faire moins et puis me faire bien et tenir dans la durée. À la fois parce que c'est ce qui t'amène, tu enrichis, tu donnes et tu reçois. Et puis par réseautage, c'est ce qui t'amène aussi du biz dans la durée. Donc, plutôt faire de la qualité que la quantité. Donc oui, j'ai parti de réseau et je vois bien qu'on se nourrit mutuellement. Donc j'encourage beaucoup à aller dans des réseaux où on est nourri. Donc des réseaux type APM, réseau entreprendre, ou CJD, où il y a du coup aussi des interventions de l'extérieur. Je pense que sortir de la solitude, c'est aussi s'oxygéner. Ouais. Et donc c'est des moments où on s'oxygène. C'est quoi le défaut ou l'habitude toxique qu'ont 80% des dirigeants et sans s'en rendre compte surtout? La volonté de maîtriser. La volonté de contrôler. Ouais. Et souvent, c'est... Je te dis, je peux y à 100%. Mais oui. Je repasse te voir après. Mais oui. Ça, c'est un thème récurrent. Souvent, c'est dur de lâcher prise, de déléguer, en fait, les clés à un manager ou à un directeur. Les gens sont formidables, à condition qu'on recrute les bons, bien évidemment. Et je sais qu'il y a pénurie de recrutement, et moi-même également, enfin, même si la dernière fois on a reçu 106 CV, on a de la chance, mais qu'on n'a pas forcément autant de choix qu'il y a 10-15 ans en arrière. Donc, évidemment, c'est de recruter les bons et de savoir s'entourer. Et en même temps, après, une fois qu'ils sont là, c'est de savoir les libérer, en fait. Moi, on a une conviction chez Pulse, c'est qu'il y a
un potentiel sous-exploité dans nos équipes. À la fois en termes d'impact pour la boîte, de création de valeur, et puis de plaisir au travail et de fierté d'appartenance. Sur ces deux volets-là, les gens, en moyenne, on a mesuré, sont à peu près à 50%. 50% de leur impact pour ta boîte et 50% de leur épanouissement. C'est con. Donc, C'est l'énergie perdue, quoi. c'est l'énergie perdue, en fait. Et en libérant ça, 60, 70, 75, C'est quoi les petits trucs? le hérisson, c'est qui la personne? C'est qui la personne? C'est pas une commerciale. Ouais. C'est Irène. C'est pas une coach. C'est Camille. C'est pas une formatrice. C'est Carole. C'est pas une assistante. C'est Lina. C'est pas un associé. C'est Romain. C'est qui? C'est de parler de l'humain d'abord et avant de parler de la fonction, c'est... Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui la fait triper? Comment elle fonctionne? Comment elle communique? Qu'est-ce qui la motive? Voilà. Et la motivation, c'est pas juste les chiffres et les primes, quoi. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres leviers. Donc, en fait, c'est remettre de l'humanité, c'est pas un gros mot. C'est simplement se redire, j'ai qui en face de moi? Personne se lève le matin pour t'enrichir, Sébastien. Personne se lève le matin pour m'enrichir. Les personnes sont là, et je dis les choses avec détachement, essentiellement pour se faire plaisir, s'épanouir, grandir. Ok, qu'est-ce qui l'épanouit? Qu'est-ce qui l'a fait grandir? Qu'est-ce qui la motive? Et moi, du coup, je suis juste un créateur de conditions pour faire émerger ça. Et c'est évidemment complètement imparfait. Et c'est néanmoins une forme d'idéal et d'objectif qui permet aux personnes de se réaliser aussi en tant que personne. Et là, tout d'un coup, elles osent. Elles sont force de proposition. Ah c'est bizarre, j'ai moins de pression sur les épaules. Oui, mais c'est toujours toi qui prends une décision, qui vérifiait, qui contrôlait. L'être humain, il est fainéant. Hein. Toi, moi, Seb, on est des fainéants. La qualité première, je vois bien mes gamins. Hein, la nature humaine, elle est fainéante par nature. Et c'est une qualité. On est constitué comme ça. La nature a fait en sorte qu'on dépense pas bêtement de l'énergie si on peut en dépenser moins. Donc, à un moment donné, si je sais que le chef va repasser derrière, si je sais que mon manager va contrôler, si je sais que de toute façon, il va reprendre mon mail, je fais la V1 minimale. Si je lui dis, j'ai confiance en toi, on va au client, il va peut-être y passer 2 fois plus de temps au début. Donc, c'est un investissement. Ça va te coûter. Mais derrière, autonomie, fierté, responsabilité. Alors, peut-être le mail n'a pas tout à fait la même structure que toi. C'est pas grave. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'à partir du moment où la personne a bien compris le pourquoi, laisse-lui faire le comment. Ça reste toujours vrai pour moi. Merci. Peut-être une dernière question. T'as 49 ans. Dans 15 ans, Pulse, ça existe encore? Ouais, écoute, on est en train d'organiser une suite potentielle avec Romain. Il prend des parts petit à petit. Et là, 11 mois. On verra ce que ça donne. Tout est ouvert. Là aussi, acceptation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas jusqu'à 70. Parce que c'est quand même un gros rythme. Et je vois bien aussi... ce que je faisais à 35, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai pas forcément à 70. Ouais. Donc je suis toujours passionné par l'humain, par le relationnel. J'ai eu des appels du pied en politique. Restons humbles à l'échelle d'une mairie. C'est peut-être des choses, le monde associatif aussi, pour faire des choses utiles et impactantes, à la fois socialement et puis environnementalement, parce que c'est les sujets aujourd'hui sur lesquels j'ai envie aussi d'être acteur. Comme ceux qui seront chez Pulse dans 15 ans, t'aimerais qu'ils disent quoi de toi, ton passage chez Pulse? Moi, c'est pas le plus important. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils disent voilà ce que j'ai vécu. Ouais. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ça m'a permis, voilà en quoi j'ai grandi, voilà ce que ça m'a inspiré. Mais c'est pas lié à ma petite personne. Moi, je suis un maillon dans la chaîne. Donc, j'espère surtout qu'ils parleront positivement de leur expérience et que modestement, ce qu'ils auront vécu là inspirera ce qu'ils pourront semer ailleurs avec leur style, leur vie, leur chemin. Voilà. En tout cas, l'équipe que j'ai aujourd'hui, j'espère qu'on va continuer encore longuement ensemble parce qu'ils sont vraiment top. Top. Merci, Mickaël. Merci, Sébastien, pour ce temps et ce partage. Non, vraiment, merci, parce que c'était riche et plein de conseils concrets, plein de leviers activables, donc top. Et si vous aussi, vous avez retenu une chose, un conseil, ça m'intéresse de l'avoir en commentaire, ça fera un rappel pour tout le monde, ce sera utile pour toute la communauté. Et si cet épisode vous a inspiré, imaginez l'impact que ça peut avoir si vous le partagez. Alors partagez-le à vos collègues, à vos amis, à vos proches. Le truc qu'ils retiendront, c'est peut-être pas le truc que vous avez retenu, mais je suis persuadé que ça leur sera utile. Je m'appelle Sébastien Lowenberg, pour suivre les prochains épisodes, connectez-vous à moi sur LinkedIn, sur Instagram. À bientôt sur Table de Table.